Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La région du Hambol rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Ses actions de paix et de développement ont été saluées ce samedi par les populations. Le vice-président Temoko Melie Kone y a pris part en communion avec les filles et fils de la région. Il a appelé à renforcer le vivre ensemble. Depuis le début de l'inflation dans le secteur de l'énergie et des produits pétroliers, la Côte d'Ivoire pratique des tarifs les plus bas de notre région avec plus de 600 milliards de francs CFA de subventions rien que pour le carburant. Mais avec la persistance de la crise russo-ukrainienne, la donne aurait changé. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale est en campagne de sensibilisation dans les gares routières. Adama Kamara invite les transporteurs à adhérer à la CMU et au régime social des travailleurs indépendants de la CNPS. Ces deux produits sont les fruits de la politique sociale du gouvernement ivoirien. Enfin, au Burkina Faso, au moins 10 civils ont été tués par des hommes armés en cette semaine dans 2 villages de la commune de Dassa, dans la province du Sanguier. L'attaque intervient après des opérations de sécurisation menées par les forces de sécurité et par des volontaires pour la défense de la patrie. Soyez les bienvenus sur RTI1. C'est une plume qui s'est imposée, un nom connu du monde des médias dans notre pays, patron de presse, le journaliste Alafé Ouakili est aussi homme de culture. Il préside le comité d'organisation de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante en Côte d'Ivoire. Journée initiée par l'UNESCO depuis quelques années. Alafé Ouakili, invité de la page culture de ce samedi, nous racontera l'histoire de cette journée célébrée, je rappelle, tous les 24 janvier, son intérêt et surtout ses retombées pour l'Afrique et pour le monde. Bonsoir, Alafé Ouakili. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau, un plateau pour lequel vous êtes habitué maintenant. Oui, pas sous ce format, mais bien sûr, on est habitué. Oui. Alors, vous, c'est journaliste, patron de presse, et vous êtes aussi un passionné de culture, notamment la culture africaine que vous avez décidé de promouvoir. Oui, passionné depuis quelques années grâce à un autre passionné de la culture africaine, Dossavi Haïté, qui nous a transmis cette passion et qui se bat. Et cette bataille a connu un aboutissement en novembre 2019 avec l'UNESCO. Et donc, tous les ans, le 24 janvier, nous nous mettons à la tâche pour promouvoir la culture. Investi, hein? Oui, c'était bien sûr. En octobre 2021, Tout à fait. à la tête donc, de ce comité. Vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, donc, à la FE pour parler de cette journée initiée par l'UNESCO concernant la culture africaine et afro-descendante. Vous restez pour le moment avec nous. On va faire ensemble ce voyage. On va nous rendre dans la région du Hambol où les populations ont rendu hommage aujourd'hui même au président de la République, Alassane Ouattara. Ses actions de paix et de développement ont été saluées. Le vice-président Temoko Melie Kone y a pris part. Il était en communion avec les filles et fils de cette région et il a appelé à renforcer le vivre ensemble, nous rapporte Jérôme Kofi Aboulé. Une place bondée de monde ce samedi à l'arrivée du vice-président de la République pour une cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Hommage à partir de Katiola, capitale du Hambol, dont les fils et filles, avec à leur tête Temoko Melie Kone, reconnaissent la grandeur du chef de l'État ivoirien pour toutes ses actions de développement en faveur non seulement de leur région, mais également de celle du reste de la Côte d'Ivoire. La nouvelle qui nous réunit ce matin est agréable. Il s'agit de rendre un hommage mérité à un grand homme, un homme exceptionnel, un homme providentiel. J'ai nommé le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. En effet, en seulement 10 ans, il a totalement transformé la Côte d'Ivoire et l'a positionné au rang des pays respectés de ce monde. Au nom de l'ensemble du comité d'organisation, nos sentiments de gratitude pour avoir accepté d'assurer le haut patronage de cette cérémonie d'hommage à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et cette foule en liesse, venue des 19 sous-préfectures de notre région, que dis-je, de votre région, vous exprimez
de la manière la plus éloquente la manifestation sincère des profonds sentiments qui animent vos parents en ce jour solennel. Comme le président du conseil régional du Yambol, Ibrahim Khalil Konaté, et du député maire de Katiola, Thomas Camara, le porte-parole des jeunes, Koné Valérie, la présidente de la Fédération des associations des femmes, Madame Koné, épouse Touré, le représentant des cadres, Siaka Koulibaly, se sont succédés pour exprimer leur attachement au président de la République, Alassane Ouattara. Et le tout dans un condensé fait par un autre fils du Yambol, en l'occurrence le ministre Ali Koulibaly, conseiller spécial auprès du président de la République. En rendant hommage au président Alassane Ouattara, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Yambol est en résonance avec toutes les régions de Côte d'Ivoire. Car, vous l'aurez certainement constaté, un phénomène fait jour dans notre pays, comme si les Ivoiriens et les Ivoiriennes s'étaient passé le mot, traduire leur reconnaissance au président Alassane Ouattara. En effet, il ne se passe pas de semaine sans qu'une région de la Côte d'Ivoire ne célèbre notre cher président pour sa vision d'un développement équilibré et pour son engagement pour une Côte d'Ivoire rassemblée et prospère. Le vice-président de la République, se disant honoré par cette mobilisation de ses parents en hommage au président de la République, invite tout le monde à continuer à marcher dans les pas de celui qu'il considère comme le digne successeur de feu le président Félix Houphouët-Boigny pour ses idéaux de paix. Je voudrais vous dire que je ressens une grande joie, un réel bonheur de me retrouver parmi vous aujourd'hui à Katiola, capitale de la région du Yambol, notre belle région. Cette rencontre découle de votre décision de rendre un vibrant hommage à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour toutes les actions de développement et toutes les décisions prises en faveur de notre région. Natifs et amis du Yambol, vous avez totalement raison de vous mobiliser derrière le président Alassane Ouattara, ce grand homme d'État. Il représente en effet une véritable chance, non seulement pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, mais également pour la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être apprécié, respecté et admiré par l'Afrique et par le monde entier. À noter, pour finir, que cette cérémonie d'hommage au président de la République à Katiola vient comme une apothéose de la présence du vice-président dans le Yambol, où il a procédé au lancement des travaux de bitumage de routes pour cette région. On a noté que le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État revient de la France, où il a rencontré notamment son homologue français, Emmanuel Macron, au palais de l'Élysée. C'était le 25 janvier dernier. Et ensemble, ils ont évoqué, entre autres, la coopération bilatérale et la situation régionale. Les travaux de construction de la grande mosquée de Katiola se sont achevés grâce à l'appui financier d'une bonne volonté de la localité. L'inauguration de cet édifice religieux a eu lieu cette semaine et c'était en présence du vice-président Thiemoko Meïlie-Koné. Le reportage est signé Charles Tatou. L'achèvement des travaux de construction de la grande mosquée de Katiola a été possible grâce à un fils de la région du Yambol, le général Hervé Armand Touré Pélican. Une action de portée sociale appréciée par le président national du COSIM, Ousmane Diakité, et l'ensemble de la communauté musulmane de la région du Yambol. La cérémonie d'inauguration de cet édifice religieux a été rehaussée de la présence du vice-président de la République, Thiemoko Meïlie-Koné. Le nouvel imam de la grande mosquée de Katiola
en la personne de Sogodogo Saïd, présenté à la communauté musulmane de Katiola. Le président national du COSIM a saisi cette occasion pour témoigner la reconnaissance de la communauté musulmane aux donateurs. Ousmane Diakité a par ailleurs exhorté les cadres du handball à l'unité, gage des actions de développement et de cohésion sociale. Qu'Allah vous bénisse abondamment. Surtout, encore une fois, votre exemple est édifiant. Vous avez décidé de donner à la communauté musulmane et à votre vie, Katiola, un tel symbole. Que votre exemple fasse tache d'huile. C'est le lieu de lancer un appel à tous nos cadres. D'abord, à l'unité. Dans nos régions, il y a trop de conflits entre les cadres. Lorsque les postes électifs sont en jeu, personne ne reconnaît plus son travail. Pour être député au maire, il y a un seul fauteuil. C'est lui que Dieu a décidé que c'est lui qui sera maire ou bien député. Ça sera lui. C'est vrai. C'est le dynamisme des cadres, c'est normal. Mais ce dynamisme ne doit pas se transformer en un poison ou empoisonner la vie sociale et nos paisibles parents. Les fidèles musulmans de la région du Hambol ont prié pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, et en faveur de la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Après la mosquée, le vice-président de la République a rendu visite au clergé de Katiola. Voilà, et on continue de prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Le groupe de réflexion spirituelle et ésotérique Grise a organisé la 15e édition de son Giga Maoulid, un fête qui commémore la naissance du prophète Mohammed. Et au cours de cette cérémonie religieuse qui a vu la participation des membres du gouvernement et du président de l'Assemblée nationale, les guides religieux ont profité pour prier pour la paix dans notre pays. Pagasoro connaît des Madonji. La valeur et l'importance de la prière sur le prophète Mohammed. C'est autour de cette problématique qu'a été célébrée la 15e édition du Giga Maoulid, une initiative du groupe de réflexion islamique spirituelle et ésotérique Grise. À sa tête, le guide spirituel Cheikh Malik Konaté, qui a invité l'ensemble de la communauté musulmane à être des artisans de paix et de la non-violence. C'était au Palais des Sports de Treichville. Quand tu fais la salade, c'est Dieu lui-même qui prie sur toi. Et quand tu continues comme ça jusqu'à 1000 fois, le prophète dit alayhi salatu wa salam, ton âme est épargnée de l'enfer. En fait, la salade fait qu'on devient quelqu'un de bien dans la société. Cette édition a bénéficié du soutien des guides religieux nationaux et internationaux, mais surtout de la présence des membres du gouvernement. La ministre Maria Toukouné, profitant de l'occasion, a invité guides religieux et prédicateurs à plus de prières pour la préservation de la paix et pour des élections locales apaisées. Le gouvernement vous encourage à faire beaucoup de prières, des bénédictions pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tous les présidents d'institutions, pour le gouvernement et pour la Côte d'Ivoire tout entière. C'est dans la paix, dans la stabilité qu'un pays se construit. Patron du Giga Maoulid 2023, le président de l'Assemblée nationale a exhorté fidèles et guides religieux à prôner les vraies valeurs de l'islam avant de rendre hommage au peuple ivoirien et malien. Quand nous sommes au Mali, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et quand les Maliens sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Mali. Parce que tout ce qui entoure le président, que ce soit le ministre d'État, ministre de la Défense, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ont su porter le message du président Alassane Ouattara avec au centre la fraternité. Mais je voudrais remercier les autorités maliennes, Assimi Goïta, qui a su entendre son grand frère. Merci d'avoir mis en avant la fraternité ivoiro-malienne. Cette 15e édition du Giga Maoulid a été meublée par des chants psalmodies du Saint-Coran,
du témoignage des différentes délégations venues des pays voisins et des pays des autres continents. Elle a également été marquée par des bénédictions du représentant du président du COSIM, Imam Haroun Koné. Et dans cette ambiance de prière, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Aka Awele, a reçu l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont échangé sur les relations bilatérales entre leurs deux pays. Et nous explique Jean Magagui. Son Excellence, M. Raphaël Sonari Ortiz, ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, en visite de courtoisie et d'amitié chez le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le Dr Eugène Aka Awele. Visite qui lui a permis de présenter le plan de coopération de l'ambassade, notamment dans le domaine économique. Et on a parlé de l'importance de renforcer la relation avec l'institution CER de CESEC, c'est le Conseil économique et social, le Conseil économique et social de l'Espagne, qui a plus ou moins le même type de compétences et dont le président et moi-même nous sommes convaincus qu'il faut renforcer la coopération entre nos deux institutions. Le renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne est une priorité pour le président du CESEC. Cette initiative passe par une mutualisation des efforts des deux institutions. Après la pandémie Covid-19, la Côte d'Ivoire, qui est en pleine résilience, voudrait fondamentalement faire en sorte que l'économie prenne la première place. Un bon diplomate fera de son mieux pour que nous puissions renforcer effectivement les relations avec notre homologue du Conseil économique et social de l'Espagne. L'Espagne entretient des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire depuis l'ouverture de son ambassade en 1969. Le CESEC et le CES d'Espagne effectueront chacun dans les mois à venir une mission de travail conjointe. Voilà, et la Côte d'Ivoire et le Maroc entretiennent aussi d'excellentes relations. Une institution marocaine vient justement d'offrir une imprimante 3D à une université ivoirienne et les deux parties ont signé un accord de coopération pour consolider leur partenariat. Envoyé spécial au Maroc, Walter Amadou Ouattara. L'université Euromed pense déjà à l'Afrique de demain. Ce robot, dont le prototype sera multiplié pour les travaux complexes, laisse entrevoir une idée. Je suis le robot Nao. Je vis moi et les autres robots dans ce laboratoire de robotique. Nous aidons les professeurs à former des ingénieurs en robotique capables de conduire des projets sur différents secteurs, automobile, santé, éducation. Appuyés par 43 pays membres, les diplômes de cette université internationale sont reconnus par l'État marocain et plusieurs de ces formations sont en double graduation avec les meilleures universités de l'espace euro-méditerranéen. Consciente de l'enjeu, une quarantaine de jeunes étudiants ivoiriens est ici à la conquête du savoir. J'ai passé un concours qui s'appelle Concours Passe Maroc qui s'ouvre chaque année en Côte d'Ivoire. Je fais l'ingénierie biomédicale et biotechnologie, l'industrie pharmaceutique, tout ce qui est vaccin, clonage, nouveaux virus. Le but, je pense que de tout le monde ici, c'est parce qu'on veut projeter, rendre grand notre pays, qu'on est venu s'inspirer. Leur présence est saluée par le professeur Mostafa Bousmina, président de cette institution académique. Il fait la promesse d'offrir une imprimante 3D. L'appareil permet de créer des objets de différents types. Et nous devons construire un avenir commun ensemble à l'intérieur de la collaboration Sud-Sud que promeut Sa Majesté le Roi du Maroc. Et pour avoir aussi notre souveraineté. Nous serons extrêmement heureux de travailler avec les universités ivoiriennes. La bonne nouvelle est bien accueillie par le docteur Albert Abdallah Touakeus Mabri, président de la région du Tonkbi. Je salue la générosité du président de l'université de nous offrir l'occasion de partenariat avec une université de Côte d'Ivoire. Vous imaginez qu'en tant que président de la région du Tonkbi, c'est l'université polytechnique de Mans qui aura
la chance aussi de recevoir le don de l'imprimante 3D qui sera faite accompagnée de formation. Cette visite de travail et ses retombées s'inscrivent dans le cadre d'un accord de coopération entre collectivités décentralisées des régions Fes-Meknès du Maroc et Tonkbi de Côte d'Ivoire. Et depuis le début de l'inflation dans le secteur de l'énergie et des produits pétroliers, la Côte d'Ivoire, notre pays, pratique les tarifs les plus bas de notre sous-région, avec plus de 600 milliards de francs CFA de subventions, rien que pour le carburant. Mais avec la persistance de la crise russo-ukrainienne, la situation devient difficile et la donne pourrait changer, nous dit l'ancien Bakayoko. Mamadou Sangafowa Koulibaly a fait son diagnostic. La désorganisation de la chaîne logistique, la persistance de la crise en Ukraine engendre une profonde crise énergétique mondiale, accentuée par le très net renchérissement du coût du dollar. Conséquence, les prix des énergies, gaz, carburant, électricité continuent d'augmenter. Sur l'année 2022, en ce qui concerne notre pays, nous avons retenu que le cours du baril de pétrole brut a connu un pic allant jusqu'à 118 $ US en mars 2022 et 123 $ US en juin 2022. On a noté que la hausse moyenne des prix pour l'année 2022 a été de 43,21%. Et que le cours du gaz butal a quant à lui augmenté en moyenne de 25,38%. Pour sa part, le gouvernement de Côte d'Ivoire a actionné le levier de la subvention, maintenant ainsi les prix et la consommation au niveau les plus bas de la sous-région. Un peu plus de 600 milliards de francs CFA à ce jour. Au niveau de la facture énergétique, le constat est le même. Une partie significative de la production de notre électricité étant basée sur l'utilisation de produits pétroliers, il va sans dire que le coût de production a nettement augmenté du fait de la crise énergétique, alors que les tarifs de vente sont demeurés inchangés. Ce tableau n'est pas raisonnablement tenable. Un gros risque, d'autant que la crise énergétique mondiale va vraisemblablement s'inscrire dans la durée avec des implications clairement structurelles. Des implications structurelles que la Côte d'Ivoire, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international devraient analyser les semaines à venir en profondeur. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale est en campagne de sensibilisation dans les gares routières. Adama Kamara invite les transporteurs à adhérer à la couverture maladie universelle et au régime social des travailleurs indépendants de la CNPS. Ces deux produits, vous le savez, sont les fruits de la politique sociale du gouvernement ivoirien. Voyons l'étape d'Abobo avec Serge Kolia. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, accompagné de ses principaux collaborateurs et des directeurs généraux des structures sous tutelle, notamment la Caisse nationale de prévoyance sociale et la Caisse nationale d'assurance maladie, a donné rendez-vous aux transporteurs pour les instruire sur les produits sociaux instaurés par le président de la République. Au nom de ces milliers de travailleurs indépendants au volant des véhicules de transport, les différents responsables ont donné l'assurance d'une forte adhésion. Nous allons créer les conditions pour minimiser le paiement de la CMU par nos adhérents. Les acteurs du transport ne vont même pas sentir qu'ils déboursent 12 000 francs par an. Nous allons inculquer ça dans les tickets journaliers qu'ils payent chez nous. Nous allons exiger que tous les 11 000 adhérents de la CNGRCI à travers le district d'Abidjan puissent automatiquement payer les CMU et s'inscrire à la RSI. Pour Maître Adama Kamara, l'information a été largement relayée, vu l'engouement suscité autour de la CMU et du RST. Le bilan de cette première phase de sensibilisation a été fait au cours d'une conférence de presse. Les perspectives sont bonnes. On n'a pas eu tort, mes collaborateurs et moi, d'aller vers la population pour leur expliquer ce que le président de la République a fait pour eux. Nous sommes extrêmement heureux d'avoir fait cette démarche que nous entendons amplifier vers les autres corps socio-professionnels concernés par ces instruments de protection sociale. Nous allons, le mois prochain, lancer un nouveau système d'enrôlement
qui est encore plus efficace. Il va permettre 10 minutes après ton enrôlement, in situ, tu auras ta carte de CMU. Permettre aux travailleurs indépendants d'avoir une assurance et de bénéficier d'une pension de retraite. Tel est l'objectif visé par cette vaste tournée conduite par le ministre Adama Kamara. Et notez que sur la scène politique ivoirienne, le RHDP continue de présenter ses candidats pour les futures élections. Fabrice Saoignon défendra les couleurs du RHDP dans la commune du Plateau. Sa candidature a été présentée. C'était en présence de Robert Begré-Mambé, vice-président du RHDP. Le reportage d'Éric Goré. C'est lui qui défendra les couleurs du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Fabrice Saoignon a été présenté aux militants RHDP de la commune du Plateau par le secrétaire exécutif du parti, Cissé Bakongo. Un moment de vérité et de vision commune entre Ouattara Dramane, dit Odé, et son adversaire à la candidature au Plateau. Pour que notre addition soit positive, pour ramener la victoire au président de la République, tu as plusieurs défis à relever. C'est celui de la cohésion qu'il faudra bâtir. Celui de construire une dynamique victorieuse. Avoir une flexibilité à toute épreuve. Je me tiendrai à tes côtés pour l'atteinte de ces objectifs que je viens d'énoncer. Ouattara Dramane Odé et Fabrice Saoignon unissent désormais leurs forces pour la victoire du RHDP dans cette commune. Je tiens à féliciter le parti, monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire exécutif, pour un choix rapide, 1 an avant les échéances, qui permet aux équipes de se rapprocher, de se mettre ensemble, de réparer ce qu'il y a à réparer pour avancer main dans la main, à pas forcés et cadencés vers la victoire. Le vice-président du parti, Robert Begré-Mambé, a invité le candidat à se mettre sur le terrain pour préparer ces élections de façon efficace. Si, entre Odé et Saoignon, il y a une petite fissure, l'adversaire va se placer dedans. Vous avez décidé de soutenir Saoignon, il faut être constant de bout en bout, parce que la bataille sera rude. Remporter les futures élections locales est un défi pour tous les partis politiques significatifs en Côte d'Ivoire. Le président du Front populaire ivoirien, Afin Guessan, annonce une alliance possible avec le RHDP, et ceci dans la dynamique d'une gestion conjointe du pouvoir d'État pour le bonheur des Ivoiriens, a-t-il dit. Seulement Denis Songui et Rigoré pour le reportage. Pascal Afin Guessan, président du Front populaire ivoirien FPI sans langue de bois. Très bientôt, selon ses propres termes, ce parti politique va rejoindre le RHDP. L'émancipation, c'est aussi rupture avec la solitude politique sclérosante au profit de nouvelles alliances fécondantes, dynamiques et émancipatrices qui permettent le plein développement de notre potentiel. C'est l'essence de l'alliance que nous allons conclure très prochainement avec le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une alliance pour dépasser nos antagonismes du passé et nous engager à œuvrer conjointement dans le respect de nos différences et de l'autonomie de chaque parti à la consolidation de la réconciliation nationale, au renforcement de la cohésion sociale, à la stabilité politique, à la promotion de la bonne gouvernance et au renforcement de la lutte contre la corruption, au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Occasion pour les militants de réitérer leur engagement total aux côtés de leur président pour les futures batailles électorales. Le secrétaire général et porte-parole du parti, Isiaka Sangaré, dresse un bilan au vu des actions déjà entreprises et fixe quelques priorités pour le compte de l'année en cours. Beaucoup de camarades qui, dans la confusion, s'étaient éloignés du parti, nous rejoignent. Beaucoup a été fait. Mais en même temps, nous sommes dans une année électorale. Nous avons commencé à y travailler. Pascal Afin Guessan, président du Front populaire ivoirien, salue en outre les progrès réalisés dans l'avancement de la démocratie en Côte d'Ivoire et l'amélioration de l'environnement sécuritaire. Il félicite également le président Alassane Ouattara pour son leadership.
La Côte d'Ivoire monte en puissance en matière de défense et de sécurité. Par réalisme politique, face aux incertitudes du monde actuel, mais elle doit rester fidèle à sa philosophie de paix et de règlement pacifique des conflits. La trêve sociale conclue par le gouvernement avec les syndicats des fonctionnaires et agents de l'État relève de cette philosophie. À l'heure actuelle, il est manifeste, au regard de tous ces résultats, que le parti au pouvoir a consolidé ses bases en 2022. Rassemblés autour de leur leader, les militants et sympathisants du FPI ont tenu par cette rencontre à renouveler leur soutien au président du parti. Moment de convivialité entre le chef et ses troupes. Et à l'étranger, au Burkina Faso, au moins 10 civils ont été tués par des hommes armés cette semaine même dans 2 villages de la commune de Dassa, dans la province du Sanguier. L'attaque intervient après des opérations de sécurisation menées par les forces de défense et de sécurité, accompagnées de volontaires pour la défense de la patrie. Et des témoins expliquent que des hommes armés à moto sont entrés dans cette commune de Dassa et ont ouvert malheureusement le feu sur les habitants. Place à l'instant culture de ce 20h. Nous sommes samedi. Je suis en compagnie de mon invité que je retrouve avec plaisir. Bonsoir Lafay. Bonsoir. Alors pourquoi l'UNESCO, dites-nous, a-t-elle initié une journée consacrée à la culture africaine et afrodescendante? L'UNESCO a initié une journée consacrée à la culture africaine et afrodescendante parce qu'il y a des Africains, des promoteurs culturels africains qui ont organisé un congrès panafricain en 2015 et qui ont émis l'idée d'avoir une journée pour célébrer la culture africaine et afrodescendante. Et à la suite de cette idée, ils ont célébré cette journée à partir de 2016 au Togo, au Mali, en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays avec le soutien de l'UNESCO. C'était une célébration informelle et en 2018, leur action a porté jusqu'en 2019 avec l'adoption d'abord en comité exécutif et ensuite en assemblée générale d'une résolution à l'initiative du Togo et du groupe africain, d'une résolution adoptant le 24 janvier de chaque année comme consacrée à la culture africaine et afrodescendante. 24 janvier, pourquoi? Parce que c'est la date de l'adoption de la charte de la renaissance culturelle africaine. C'était le 24 janvier 2006 à Khartoum par les chefs d'État de l'Union africaine et il fallait trouver une date qui soit consensuelle, qui mobilise tout le monde, qui ne fasse pas l'objet de débats nouveaux, qui soit peut-être libre de toute autre célébration, mais ce ne fut pas facile parce qu'on constate que le 24 janvier coïncide avec une autre activité de l'UNESCO qui est la journée de l'éducation. Oui. Bon, on fait avec. Et il y a aussi une autre journée qui est célébrée également, qui a été initiée en 2015, c'est la journée mondiale, la journée de la culture du patrimoine mondial africain, créée aussi par l'UNESCO en 2015. Oui. Est-ce qu'il y a une différence avec Oui, il y a une différence. Bon, le patrimoine peut ne pas être culturel. Le patrimoine, ça peut être la nature, ça peut être la géographie, ça peut être beaucoup d'autres notions, beaucoup d'autres valeurs. Voilà, c'est uniquement la culture africaine et afrodescendante. Et je pense que de toutes les façons, tout ce qui concourt à célébrer l'Afrique est bienvenu. Est-ce que justement cette journée a véritablement un impact dans notre pays? Est-ce que ce n'est pas une journée de plus? Non, pas du tout. Je pense que ce n'est pas une journée de plus parce qu'on arrive à mobiliser, à célébrer. Il y a un besoin de promotion et de célébration des cultures africaines et afrodescendantes. C'est comme toutes les journées qui se font, toutes les activités qui se font pour promouvoir la femme, la liberté de la presse sous l'égide de l'UNESCO ou des Nations Unies. Il y a toujours un intérêt. Il est bon tous les ans de se souvenir que les cultures africaines et afrodescendantes existent et que nous devons les célébrer. Nous les vivons tous les jours. Nous vivons la culture africaine tous les jours, voilà, à travers notre manière de parler, la mode, la musique, la danse, le cinéma, voilà, les tresses, l'art culinaire et beaucoup de choses, nos langues. Mais se souvenir au cours d'une journée que nous ne devons pas nous en débarrasser malgré
la tentation de l'universalité et puis l'ouverture au monde. Vous allez nous en dire davantage, Voilà. Wakili. Alors dites-nous, depuis 2021, vous assurez officiellement la présidence de ce comité, Oui. comité d'organisation de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Cela demande un investissement tant numéraire qu'au niveau organisationnel, même physiquement. Oui. Dites-nous, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait courir tant au niveau de la culture? Ce qui nous fait courir, c'est d'abord le sentiment d'avoir été initiateur de quelque chose. Vous savez, depuis 2015, comme je l'ai dit... On pouvait choisir Marie-Laure, mais on vous a choisi. Qu'est-ce qui a milité en votre faveur? Vous serez bienvenue d'ailleurs, parce que nous voulons là, passer le relais. Nous souhaitons vivement que vous nous rejoigniez et que vous nous aidiez à continuer avec cette plaisir. aventure qui a démarré, comme je l'ai dit, avec la vision de M. Dossavi Haïté, qui a cru. Et un fou de culture, un passionné de culture, avec des personnalités du monde de la culture comme Wereli King, comme Victor Yapobi, comme Guy Mimi. Et nous nous sommes retrouvés pour ce qui est de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres personnalités à l'extérieur. Et puis, il y a les cités et gouvernements unis d'Afrique. C'est une structure de collectivité locale qui a accompagné le processus et des résolutions ont été prises pour instaurer cette journée. Et pour nous, c'était un défi. C'est un groupe de personnes qui a eu une idée. Donc, fait partie à la fée? Oui, nous faisons partie modestement. Et on a réussi, avec le soutien de l'UNESCO, à convaincre l'UNESCO, il faut préciser. Bien sûr, à faire porter l'idée. Le Togo a porté l'initiative. Le groupe africain à l'UNESCO a porté l'initiative, le soutien de la Côte d'Ivoire. Et l'UNESCO a adopté la résolution en 2019. On pouvait penser que c'était la consécration, on a gagné, mais il faut continuer. C'est maintenant que ça commence. Voilà, parce que cette journée devienne une journée dont tout le monde va s'approprier, à l'image de la journée de la musique. Et donc, la fête de la musique qui est partie de rien en France. Là, c'est une diversité. Voilà. Quand on parle de culture africaine et afro-descendante, il y a aussi la diaspora africaine qui est concernée par cette célébration. Et voyez-vous, en Amérique latine, au Brésil, en Haïti, et dans beaucoup de pays de la diaspora, dans beaucoup de pays afro-descendants, la JMCA est célébrée. Le 24 janvier, nous avons des images, nous avons des vidéos. Il y a une commémoration qui est faite à cette occasion. Nous pensons que petit à petit, les choses vont s'amplifier. Cela était même fait avant l'adoption de la résolution de l'UNESCO. Et à partir de 2020, ça s'est amplifié et ça se fait de plus en plus. Et sur ce terrain-là, je pense qu'il faut souligner que la Côte d'Ivoire a pris un leadership et est en train de le prendre. Et c'est la 4e édition que vous avez célébrée dernièrement à Agboville. C'était après Adiaké l'année dernière. Vous allez nous dire l'intérêt d'une telle journée. Et est-ce que, vous l'avez dit déjà, il y a un intérêt au niveau de la Côte d'Ivoire, mais l'impact sur la population, vous allez nous en dire davantage. Mais on va regarder cet élément réalisé par Serge Pacom Didi et Franck Quadio. Et puis vous allez vous prononcer. On suit ensemble. L'Afrique et les percussions, le thème retenu pour la 4e édition de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, journée instituée en novembre 2019 lors de la 40e conférence de l'UNESCO. Les populations d'Agboville, capitale de l'Anyébi-Tiassa, ont investi la place Henri-Conan Bédié et vibré au son et au rythme divers de tumba, tambour et autres percussions. Artistes modernes et danseurs traditionnels tiennent en haleine le nombreux public composé d'autorités administratives, coutumières et d'hommes de culture. Ils démontrent ainsi que la percussion est aussi un moyen et un instrument de communication. Esthétique féminine, démonstration de danse traditionnelle d'Irima Koudjé, jongleur d'enfants de la communauté Oué et des hommes préhistoriques du Popo Carnaval comme attraction. Piloté par Alafé Wakili, patron de presse, la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante vise à encourager les Africains à avoir toujours les pieds ancrés dans leur culture et à s'interroger aussi sur la réelle place de cette culture africaine face aux réalités actuelles de la mondialisation. Et la question vous est posée, quelle est la place d'une telle culture face à la mondialisation? Et j'ai envie d'ajouter, face à la modernité. Vous savez, la modernité uniformise tout. On a des standards qui deviennent des standards universels dans la vie de tous les jours aujourd'hui. Tout se fait de la même manière à peu près partout.
la culture nous permet d'avoir un peu d'identité et une spécificité. Lorsqu'on parle d'économie, c'est les mêmes règles partout. Lorsqu'on parle de technique, de médecine, de santé, de démocratie, c'est les mêmes règles partout. Même le journalisme, ça se pratique. Il n'y a pas un journalisme à l'ivoirienne. On refuse qu'on parle de démocratie à l'ivoirienne aujourd'hui. Et dans toute cette uniformité, dans toute cette universalité, ce qui nous reste, ce qui fait notre spécificité, notre identité, c'est notre culture, dans tous ses aspects. Et il y a cette petite touche-là que nous devons préserver, et c'est pour éviter cette dilution de cette identité que, justement, tous les 24 janvier et peut-être tous les jours, nous devons nous célébrer, nous devons nous rappeler. Alors, à la fin, aujourd'hui, on parle de mondialisation, on a entendu dans le reportage, donc ouverture sur le monde. Comment garder les pieds dans la tradition? Il faut garder les pieds dans la tradition, se souvenant que on ne sera fort que si nous gardons ce qui est notre différence. Parce que les codes sont identiques aujourd'hui, mais il y a certaines petites choses qui sont spécifiquement africaines. Parlez-nous de ces choses africaines, de ces valeurs africaines. C'est l'appartenance communautaire qui doit rester. C'est ce sens de la solidarité, ce sens de partage, cette hospitalité et cette générosité, cette empathie qui est souvent perçue comme la naïveté, comme le refus de développer notre continent. Ce n'est pas vrai. Il y a des valeurs. Il y a un peu de cette naïveté, au-delà peut-être de la férocité et des guerres qu'il y a pu avoir entre les peuples africains avant la colonisation, avant l'esclavage. Il y avait les alliances interethniques qui nous permettaient. Bien sûr, il y a un peu de cette humanité-là qui doit rester en nous. Est-ce que tout ça n'est pas en train de se perdre aujourd'hui? Ça ne doit pas se perdre. Justement, il y a des dangers, mais ça ne doit pas se perdre. C'est pour cela que nous sommes là et nous avons... Mais tout n'est pas rose dans notre culture à la fée. Pas du tout. Il y a des choses à rejeter. Oui. Comme l'excision, comme les mariages forcés, comme les mariages précoces. Oui. Malheureusement, qui se pratiquent encore. Le refus d'envoyer les jeunes filles à l'école. Il y a beaucoup de choses, comme aussi dans la maternité, il y a des enfants... pratiques, voilà, j'en passe et j'en oublie peut-être. Oui, bien sûr. Mais justement, nous nous battons pour que ce qui est négatif ne continue pas de polluer la vie aujourd'hui. Nous souscrivons aux efforts, aux campagnes qui sont faits pour que les mauvaises pratiques disparaissent. À côté de cela, il y a des bonnes pratiques et ces bonnes pratiques, nous devons nous mobiliser pour leur maintien et pour leur survivance. Et là, vous avez mis l'accent à Beauville sur les percussions. Oui. Quel est le lien entre le continent et les percussions, cet instrument? L'Afrique, dit-on, c'est la percussion. Souvent, on dit l'émotion est nègre, la raison est hélène. Bon, il y a des percussions partout, mais l'Afrique, en Afrique, les percussions tiennent une place importante avec la musique. D'ailleurs, la musique, les danses font partie des moments importants de la vie culturelle et de la vie publique, de la vie en société sur le continent. C'est ainsi qu'après avoir parlé des alliances interculturelles, voilà, on a et aussi du cinéma, on a parlé des percussions cette année pour justement faire ressortir l'intérêt de ces percussions et leur diversité dans la vie culturelle et dans la vie sociale en Afrique. Et la culture africaine est très riche, justement. En effet. Des cultures riches de leur diversité. Des cultures riches de leur diversité, les cultures africaines et afro-descendantes que nous célébrons grâce à des bonnes volontés. Et vous savez que la Côte d'Ivoire a ratifié la charte de la Renaissance culturelle africaine. C'est tout à l'honneur et à l'hommage de nos autorités, à commencer par le président de la République, dont nous bénéficions du soutien, ainsi que de toutes les autorités, bien sûr, merci depuis beaucoup. 2020. Merci à la fée. Et vive la 5e édition. Oui, vive la 5e édition qui va coïncider avec la Cannes et dans une ville que nous n'avons pas encore choisie. Donc les villes nous sollicitent pour accueillir ça et nous en parlerons bientôt. Bon vent donc. À la fée Wakili, merci beaucoup. Des cultures et de leur diversité, on l'a dit, des artistes de tous les pays, de toutes les disciplines qui sont mis à l'honneur et tous œuvrent à la renaissance culturelle africaine. Soyons fiers de notre culture, comme vous l'avez dit. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous, on va conclure ce journal ensemble. On va voir l'arrivée du président de la République en images, le chef de l'État regagné Abidjan ce samedi 28 janvier 2023 après un séjour en France. Il a été accueilli par le Premier ministre Patrick Achi et des membres du gouvernement, comme vous le voyez sur ces images. Et lors de son séjour en France, je rappelle, le chef de l'État, accompagné de son épouse, a eu un déjeuner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron. L'occasion donc pour les
les deux chefs d'État de faire un tour d'horizon de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France avant d'évoquer la situation sécuritaire dans la sous-région ouest africaine. Très belle soirée. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve avec le même plaisir, le même bonheur, le même sourire demain 20h.